actuelle et on continue d'avoir des personnes qui arrivent de manière à ce que ce soit plus sympathique. On va se présenter les unes après les autres et puis on commencera le webinaire autour du tourisme positif. Donc, Sylvie, je te laisse commencer. Bonjour à tous. Alors, écoutez, je suis Sylvie Hennebeau, professionnelle depuis plus d'une trentaine d'années dans le tourisme et plus spécifiquement ces 20 dernières années dans la promotion et le marketing de destination. Voilà. Et puis, très intéressée aussi par la formation digitale. Voilà. Merci Magali, peut-être? Oui, bonjour à toutes et à tous. Magali, professionnelle du tourisme depuis quasiment une vingtaine d'années et engagée pour un voyage durable et responsable. Voilà. Béatrice, je vous laisse vous présenter. Je finirai par moi. Oui, Béatrice Bellini. Donc, moi, je suis enseignante-chercheur à l'Université Paris-Nanterre sur les thématiques de management positif. Super. François, tu nous as rejoint? Oui, bonjour. Désolé pour ce retard. Je me présente, François, et suite à une conversation hier avec Magali, je me considère maintenant comme un ambassadeur dans le tourisme positif. J'espère que ça fera plaisir à vous. Voilà, hôtelier de métier et impliqué de différentes manières dans le tourisme positif. Merci. Et je suis Aurélie, donc professionnelle du tourisme depuis 20 ans dans le tourisme de groupe et également très sensible au voyage durable. Et voilà, je rejoins Respire en décembre. Donc, en tout cas, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. En fait, on a souhaité remettre en avant ce petit rendez-vous à la suite donc des états généraux de Respire. Voilà, pendant ces états généraux, on a travaillé on a réfléchi sur le voyage durable et le 9 février dernier, donc on a fait un webinaire donc, où on vous présentait nos réflexions autour de cette thématique. Béatrice, ici présente et présidente de la Positive Business Chair à Paris-Dauphine, nous avait rejoint pour ce débat qui avait été très animé et qui avait suscité beaucoup d'intérêt. Donc, on s'était dit, suite à tous ces intérêts, que ce serait intéressant de remettre en place un petit rendez-vous pour continuer de co-construire ensemble notre réflexion autour de la question et que, du coup, c'était plutôt pertinent. Donc, d'où la raison d'être de ce webinaire aujourd'hui. Et pour le coup, je vais laisser la parole à Béatrice qui va nous présenter ou redéfinir peut-être le tourisme positif. Ensuite, donc, on aura donc un temps d'échange pour le débat. Et question technique, je vais juste vous demander, donc, pour ceux qui ne parlent pas, de couper vos micros de manière à ce que ça ne fasse pas d'écho. Et pour toutes les questions que vous avez, on va les relayer dans le Zoom. Mais vous pouvez effectivement les mettre dans le Zoom et puis on les relayera et on vous donnera la parole au fur et à mesure. Super. Voilà. Merci Aurélie. Je vais partager mon écran. Alors, juste pour information, ce n'est pas Paris-Dauphine, mais c'est Paris-Nanterre. Mais bon, entre universitaires, il n'y a pas de problème. Excuse-moi. Non, ça va. Alors là, par contre, un instant, parce que j'ai accédé. Ah oui, je fais 2 petites secondes. Juste ça. Et c'est parti. Voilà, vous voyez mon écran? C'est bon? Ok, super. Oui, donc, en fait, on avait proposé, j'avais proposé notamment aux membres de Respire de revenir sur ce concept de tourisme positif parce que en tant que, moi, là-bas, je travaille dans le marketing, donc on est plutôt attiré par les choses qui nous réjouissent que les choses qui nous angoissent.
Et d'ailleurs, on verra, ça peut poser un problème dans la promotion et le positionnement social et environnemental qu'on peut trouver au niveau de certains produits, puisque effectivement, les marketeurs, on n'est pas très à l'aise avec les stress, les idées qui peuvent générer du stress. On est beaucoup plus à l'aise avec ce qui fait rêver. Et c'est vrai que l'environnement peut faire rêver, mais la pollution, pas forcément. La communauté peut faire rêver, mais des conditions de travail pas forcément agréables ne font pas forcément rêver. Donc, c'est la raison pour laquelle parfois on a un peu de mal à se positionner là-dessus, et on le verra, c'est toujours une question de formation. Alors, du coup, juste pour représenter la chaire là, que citait tout à l'heure Aurélie, donc la chaire Positive Business, elle a une dizaine d'années maintenant. On ne travaille pas que dans le domaine du tourisme, puisque nous, en fait, on intervient dans toutes les disciplines de gestion, aussi bien le marketing, la finance, la comptabilité, le contrôle de gestion. Bon, quand on connaît pas le secteur, on a du mal à voir les différences, mais les cultures sont vraiment n'ont rien à voir pour le coup. On travaille aussi dans le domaine des ressources humaines, la logistique, les achats, donc tout ce qui tourne autour de la gestion. On a des projets dans le domaine du tourisme, mais pas seulement. On intervient aussi dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine de la distribution, dans le domaine du luxe. Voilà, donc on a différents, je dirais, secteurs d'application. Je reviens sur le pourquoi le positif, parce que c'est souvent une question, pourquoi on me dit pourquoi positif et pas durable et pas responsable. Alors, vous savez que là, au niveau de l'Europe, hein, on oblige toutes les entreprises à rédiger un rapport qu'on appelait à la base non financier, et on a à nouveau changé de nom hein, depuis fin avril. Ce rapport, maintenant, on l'appelle un rapport de durabilité, sustainability, donc sustainable corporate, donc entreprise durable. Et c'est vrai que quand on a posé la question au niveau de nos collègues de l'Union européenne, pourquoi avoir choisi le mot durable et ne pas avoir gardé le terme non financier, extra-financier, c'était tout simplement parce que pour eux, non financier, c'est pas très positif. J'ai trouvé ça amusant parce que moi, je pensais qu'ils allaient dire parce qu'il n'y a pas de logique à écarter le financier du non financier parce que tout élément est financier, on en reparlera. Mais donc voilà, et du coup, on revient avec ce concept de durabilité, hein, parce qu'effectivement, on peut le traduire par soutenabilité, mais au niveau européen, l'accord est pour la traduction de durabilité, on le verra, hein, la traduction est très importante. Et je voulais juste, à chaque fois, je reviens sur ce schéma parce qu'il est clair pour moi, j'ai l'impression qu'il n'est pas clair pour beaucoup de personnes qui travaillent avec moi notamment, parce que quand vous lisez des rapports de développement durable, de responsabilité sociale, partie 1, c'est le social, partie 2, c'est l'environnement, et il n'y a pas du tout l'économique, ben ça ne s'appelle pas du développement durable en fait, puisqu'on le voit bien, le développement durable, c'est l'intersection des trois. Pourquoi la chaire, on l'a appelée Positive Business? Parce que quand on l'a montée, il y a 10 ans, officiellement il y a 8 ans, on ne pouvait pas parler de social en gestion parce qu'on était des communistes. On ne pouvait pas parler d'environnement en gestion parce qu'on était des écolos. Et donc, du coup, pour avoir une légitimité à s'implanter dans le domaine du management et de la gestion, on a trouvé que positif, c'était plutôt bien trouvé. Donc, maintenant, on fait un lien important entre le tourisme et le marketing expérientiel. Pourquoi ? Parce que l'objectif du tourisme positif, c'est d'étendre le champ d'expérience du client à de la qualité sociale et de la qualité environnementale de l'offre. Et c'est vrai que cette extension du champ peut potentiellement entraîner
une création de valeur économique, c'est-à-dire proposer au client plusieurs fonctionnalités va faire qu'il va être prêt à payer pour ces fonctionnalités supplémentaires. Alors, avoir une offre touristique positive, ce n'est pas forcément la vente plus chère, c'est aussi potentiellement mieux répartir la création de valeur tout au long de la chaîne, ça on le verra. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, au niveau de la chaîne de valeur, on a des acteurs qui s'approprient la grande majorité de la création de la valeur et qui laissent des miettes aux autres, voire qui ne laissent rien du tout. Donc, ce n'est pas propre au tourisme, c'est propre dans tous les secteurs d'activité et c'est tout simplement dû aujourd'hui à des réflexes financiers. En fait, on analyse les choses et par centre de profit. Et donc, du coup, le fait de déconnecter certains éléments et surtout de réduire le périmètre comptable à une entreprise de la totalité de la filière va finalement créer des pressions là où les entreprises ou les interlocuteurs sont les plus fragiles, souvent en amont. L'objectif d'une entreprise aujourd'hui, comme on l'enseigne en management, c'est d'optimiser, de faire en sorte que la création de valeur soit la plus importante possible. Je n'ai pas prévu de vous montrer un schéma, mais c'est vrai que si vous voulez, on décompose cette création de valeur en différentes catégories et à un moment donné, on a ce qu'on appelle le slack. Et le slack, c'est cette espèce de marge de manœuvre. Plus on appuie sur les fournisseurs, plus on peut accroître notre création de valeur. Donc, en fait, c'est une espèce de petits ressorts là. Voilà. Et potentiellement, ça peut aider à avoir plus de rentabilité, mais bien sûr, aux dépens des autres. Donc, tourisme positif et marketing expérientiel. Donc, l'idée, c'est de renforcer aussi l'engagement par l'émotion. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas si simple que ça de vendre du social ou de vendre de la qualité environnementale. Pourquoi? Parce que derrière, il y a potentiellement quelque chose qui n'est pas très positif, pour le coup. C'est la raison pour laquelle il y a des points d'attention. C'est que, d'une part, les impacts environnementaux et sociaux ne se voient pas. Quand vous achetez une offre touristique, vous ne le voyez pas. Quand vous êtes à l'hôtel, vous ne voyez pas vraiment. Enfin, vous pouvez le soupçonner parfois parce que vous avez des gens qui ne sont pas forcément souriants. Et encore, quelquefois, vous savez, aux caisses des supermarchés, bon, maintenant, ça ne se fait plus. Mais avant, c'était marqué « souriez, souriez ». Vous voyez, c'est… Voilà. Et je ne sais pas, moi, là où je vais faire mes courses, il y a un petit tableau où on dit si on est content de la caissière ou pas. Je trouve ça horrible, là, finalement. Donc, en fait, si vous avez fait un grand sourire, vous allez appuyer sur… Et elle n'est pas heureuse du tout, mais elle vous a souri. Voilà. Donc, ça, c'est aussi un problème. Et le fait que les impacts environnementaux et sociaux ne se voient pas, c'est aussi une grande marge de manœuvre pour la com. C'est-à-dire qu'on va pouvoir communiquer sur des choses, dire que l'on fait sans pour autant bien les faire. Parce qu'on n'a pas la garantie, quand on vit l'expérience, que ce soit réellement vrai. Et puis avoir une juste communication, avoir une approche positive sur des thèmes qui peuvent être générateurs de stress, ça c'est quelque chose d'important. Alors, pourquoi le tourisme positif? Parce que justement, on a une recherche de sens du consommateur au niveau de ses choix. Vous avez pu le voir dans Booking, maintenant on a une catégorie sur le développement durable. On a différentes, en 2020, l'étoile verte de Michelin, beaucoup de sites qui se créent, Écogite, là, sur comment voyager de manière responsable. On voit bien qu'il y a une demande des labels écossaires en cuisine. Alors ça, c'est un peu plus sur la restauration, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Pour notre part, en recherche, on estime que à partir de mi-2018, il y a eu un vrai basculement. C'est-à-dire qu'on est passé d'une population qui était plutôt encore marginale, trop peu intéressante en termes de marketing, à une population beaucoup plus intéressante et beaucoup plus importante. Et comme on l'a vu aux dernières élections municipales d'ailleurs, et là c'est vrai que les programmes ne sont pas encore vraiment lancés, mais quasiment tous les programmes étaient verts. En fait, hein. Donc on voit qu'il y a une vraie préoccupation.
Alors, maintenant, la préoccupation est importante, mais finalement, excusez-moi, la préoccupation est importante. Le fait d'agir sur l'environnement, enfin, de vouloir être positif est important, mais il faut aussi avoir en tête qu'on a des enjeux environnementaux et sociaux à satisfaire. Et tout en étant dans le tourisme positif, il faut aussi prendre conscience que ce n'est pas si simple de minimiser les impacts sur l'environnement. Et qu'en plus, on n'est pas tout seul sur Terre, et qu'en plus, généralement, quand on est dans les pays développés, c'est nous qui consommons beaucoup plus que les autres. Donc, là, je vous ai repris un petit tableau où on se rend compte que finalement, donc, on estime qu'en France, on consomme 3 planètes et que pour arriver à consommer qu'une seule planète, il ne faudrait pas seulement réviser la conception des produits, il faudrait aussi changer de modèle d'affaires. Alors, nous, dans le domaine du tourisme, on vend des offres touristiques. C'est un produit qui est hyper complexe. Ça ne va pas nous faciliter la tâche par rapport à la préhension de cette qualité sociale et qualité environnementale d'offres touristiques. L'idée, quelque part, c'est d'essayer finalement de calculer les impacts à la fonction. On y reviendra. Vous savez qu'il y a un écolabel européen pour les hôtels. Il y a une norme aussi NF Environnement. Et on va se mettre à comparer, par exemple, un hôtel 3 étoiles avec une nuit au camping. Bon, on se rend bien compte que les fonctions que l'on a ne sont pas les mêmes. Donc, effectivement, quand on parle ici de l'économie de fonctionnalité, c'est mettre en avant toutes les fonctions parce que chaque fonction a une valeur. Et si nous, on ne la met pas en avant en marketing, on n'arrivera pas à la valoriser, on n'arrivera pas donc à créer de la valeur avec cette fonction. Donc, c'est vrai que cette pyramide, dans le domaine du tourisme, elle est plus difficilement appréhendable, mais c'est vrai que dans le domaine des produits et services, c'est plus facile à appréhender. Parce que si on conçoit une voiture et qu'on minimise de 30% l'impact de la voiture, mais que l'objectif, c'est d'en vendre 3 fois plus, on se rend bien compte qu'on n'arrivera jamais à baisser nos impacts. Donc, je pense que dans les démarches de tourisme positif, il faut vraiment veiller à baisser l'impact et surtout être conscient de, quand on fait une action, c'est quoi la part de l'impact atteint en fait. Est-ce qu'on a réussi à minimiser de 1% ou de 40% ou de 80%? Parce que la mesure n'est pas la même. On parlait aussi tout à l'heure de filière, le fait qu'on parle de pouvoir de dépendance dans la filière. La filière, elle est structurée autour de 5 étapes d'une manière générale: l'approvisionnement, la production, la distribution, l'utilisation, la fin de vie. Et c'est vrai que quand on est tour opérateur, on voit bien qu'on a ce qu'on appelle des entreprises pivots qui vont un petit peu conditionner finalement l'organisation des chaînes de valeur. Ça, c'est très important de se rendre compte que, effectivement, quand on va prôner la coopération entre les acteurs de la chaîne de valeur, on va devoir aussi changer le raisonnement et les modes de management. Aujourd'hui, on prône plutôt le fait de ne pas faire confiance à ton fournisseur ou à ton client et à mettre des avenants au contrat plutôt que de faire confiance à l'autre. L'économie de la coopération, c'est un monde de la confiance. Et on y reviendra. La confiance, ça passe aussi par une certaine transparence. C'est la raison pour laquelle je voulais vous montrer voilà, ce cas, c'est le slip français. Vous pouvez trouver ça sur leur site internet. Aujourd'hui, la transparence et la confiance du client, elle est aussi communiquée par rapport aux coûts et cette transparence sur les coûts. Aussi, sur le site du slip français, vous allez avoir la décomposition de tous les coûts de ce slip et qui vous explique que, en fait, le slip français, il aurait pu avoir 30% de marge, mais il ne s'en accorde que 3%. Voilà. Parce qu'il a choisi de fabriquer en France, là où ça coûte 10 fois plus cher. Et ça, le client, il aime bien, le consommateur, il aime bien cette espèce de transparence parce qu'effectivement, il voit que dans le coût de production, on a 27% qui est lié à la fabrication. Et donc, effectivement, alors, excusez-moi, la marge, c'est quand même 10%, ce qui est quand même pas mal, comparé à certains secteurs. Mais si vous voulez, c'est vrai que si on réduit, si on fait fabriquer en Chine,
hein, on va réduire la part de la fabrication à 2,7%, ce qui va potentiellement accroître cette marge. Et vous vous doutez bien que si la politique est gérée par des financiers, on va avoir des débats sur cette répartition. Donc, aujourd'hui, une recherche de transparence, une communication de plus en plus importante sur les coûts de revient pour justifier qu'on fait vraiment quelque chose. Et dans le tourisme, à terme, ça va être pareil. Oser communiquer sur les coûts et la répartition de la valeur. Alors, les labels, une manière de communiquer sur la qualité sociale, environnementale des produits-services. On a vu, le consommateur, il est un peu perdu, il ne sait pas comment vraiment s'y repérer dans tous ces labels. Et je ne sais pas si vous avez, en 2019, Booking avait fait une enquête. Et effectivement, 57% des sondés souhaitaient des voyages plus respectueux de l'environnement. 62% des sondés disent qu'ils choisiraient plus facilement une résidence qui est un écolabel. Et Booking avait fait une espèce de petit sondage par rapport à leur résidence certifiée. Alors bon, il y avait différents types de certifications. Et dans son enquête, on avait une espèce de mélange. Bon, 10% de moins d'émissions carbone par personne et par nuit, 24% de moins de déchets par personne et par nuit, 15% de moins de consommation d'eau par personne et par nuit, un meilleur taux de satisfaction. Bref, une communication très positive sur ces aspects. Après, effectivement, quand on est dans la minimisation, c'est important. Mais derrière, qu'est-ce qui a été mis en œuvre pour arriver à ça? Vous voyez, parce que ce qui est important en environnement, c'est qu'on n'ait pas de déportation d'impact. C'est-à-dire qu'on peut minimiser la quantité de déchets de 24%, et puis les déchets, finalement, c'est quelqu'un d'autre dans la chaîne qui les supporte. Donc, ça n'a rien résolu du tout. Là, je ne sais pas comment ça se passe, mais si vous voulez, c'est vrai que ce n'est pas évident pour un client de se dire « Waouh, c'est trop… » Enfin, c'est facile, justement, pour dire « Waouh, c'est super », mais derrière, il y a une vraie réalité. Alors, par rapport à ça, ce n'est pas facile pour les personnes de savoir classer des labels écologiques. Là, on y revient. Je ne passerai pas de temps là-dessus parce que de toute façon, j'ai bientôt fini mon intervention. Mais si vous voulez, on a différents types de labels qui interviennent à différentes étapes du cycle de vie. Et donc, finalement, on a des labels qui sont plus ou moins complets et sur lesquels on peut intégrer plus ou moins de choses. Et pour le client, forcément, ce n'est pas évident. Là, j'avais repris l'écolabel européen hébergement touristique, juste pour vous dire que l'écolabel, il date de 92. Ça fait presque 30 ans qu'on a l'écolabel européen. Ça veut dire que depuis 30 ans, on sait que c'est important de réfléchir à la conception, dès la conception du produit, du service, parce que 80% des impacts sont définis en phase de conception. Et quand on vous dit on le fera après, c'est trop tard, parce qu'après, le produit est défini et c'est très difficile de rajouter des fonctionnalités sur un produit qui est déjà formaté. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est vraiment important de réfléchir dès la conception et surtout d'impliquer, bien sûr, toutes les personnes. Alors là, je voulais aussi donner l'exemple d'un affichage environnemental qui permet, alors là, c'est sur de la carpe, puisque aujourd'hui, on a des réflexions sur les produits qui visent à essayer de faire du multifacteur, puisqu'on sait que l'environnement, par exemple, n'a pas qu'un seul facteur, il y a le carbone, la biodiversité, l'eau, etc. Donc, on essaie aussi de positionner ces produits par rapport à ça. Et je terminerai là-dessus. Donc, on a vu qu'en fait, ce n'était pas évident de choisir les bonnes trajectoires, de concevoir correctement les produits. Et puis, ce qui freine le plus, en gros, ça va être les modes de management et les outils de prise de décision. Et c'est la raison pour laquelle on avait proposé alors à l'OIT pendant le Covid et puis là, d'une manière plus indépendante, différentes formations pour justement essayer de faire changer les réflexes en termes de management. Si on construit des choses et que derrière, on a un management qui reste à l'identique, basé sur des centres de profit indépendants, l'augmentation ou le maintien d'une marge, le maintien d'une croissance, si c'est en dessous de 5% ou c'est totalement honteux, enfin voilà, si on garde ces réflexes, on n'arrivera pas à changer. Et je pense que le tourisme positif, un des aspects aussi,
c'est d'éclairer et d'utiliser et de développer des nouveaux outils de management. Donc, comme là, sur la politique de prix, comme vous le savez, forcément, les plateformes ont beaucoup de poids hein, sur la définition des prix. La valorisation de la performance globale qui intègre l'environnement et le social. Comme vous le savez, quand on fait de l'environnement, ça coûte de l'argent. Quand on fait du social, ça coûte de l'argent. Donc, indirectement, ça baisse la performance. Donc, automatiquement, il faut trouver d'autres moyens d'évaluer la performance. Comment on gère la chaîne de valeur et puis les achats. Comment on va tirer profit du social et de l'environnement pour innover. Comment communiquer et faire sens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des grosses boîtes avec beaucoup de moyens de communication. Et c'est vrai que ce n'est pas évident de résister. Donc, le client devient de plus en plus mature et je pense que ça, c'est important. Parce qu'il va être capable de différencier finalement, à terme, pas encore aujourd'hui, les bonnes stratégies des moins bonnes stratégies. L'intitulé de ces slides, ça s'appelait « Trajectoire » parce qu'en fait, aujourd'hui, on a les accords de Paris, on a le facteur 4 divisé par 4 nos consos d'ici 2050. Et ça, c'est important d'avoir ces perspectives-là, pouvoir vivre bien. On parle du post-Covid beaucoup. On se rend compte autour de nous qu'après beaucoup de frustration, certains ne sont prêts qu'à consommer encore plus pour compenser toutes ces frustrations. Donc, ce n'est pas le bon trend, dire ça comme ça. Mais c'est vrai qu'offrir, l'offre est importante et aussi cette réflexion sur une offre différente et plus positive. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Béatrice. Alors, on va laisser la place donc à vos réflexions, interrogations qui ont pu émerger à travers ce que nous a dit Béatrice. Il faut toujours une première question pour relancer le débat. Alors, il y a une première question, Aurélie, de la part de Malika. Malika, est-ce que tu veux prendre la parole justement pour poser ta question directement à Béatrice? Oui, bien sûr, merci. Merci Agali. Bonjour Béatrice et merci pour votre intervention toujours aussi intéressante et positive et inspirante. Oui, justement, comme vous avez commencé par rapport à cette notion de marketing, effectivement, qui n'aime pas du tout générer le stress, ça m'a fait penser à la campagne de pub, je ne sais pas si vous l'avez vue, qui a été faite par l'agglomération de Marseille, si je ne m'abuse, où ils communiquaient justement sur c'était une communication très paradoxale finalement, où pour vendre les calanques, ils disaient faut pas y aller quoi, pour éviter justement le tourisme de masse. C'est ce qui s'était passé l'été dernier. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez, si c'était une tendance au niveau de la communication, on va dire post-Covid, ou c'est juste, on va dire, factuel par rapport à un temps donné. Merci. Merci. Oui. Alors là, je regardais justement, Paris la France a lancé une grande campagne de communication sur le tourisme pour faire revenir les gens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autre indicateur que le chiffre d'affaires généré par les établissements. Donc, on reste toujours dans une quête de clients, une quête de croissance et on n'a pas forcément, à côté de ça, des espèces d'indicateurs pour dire « ouais, c'est génial, on accueille plus de personnes en France et globalement, elles sont moins impactantes ». D'ailleurs, Magali avait fait circuler, dans ton mail, alors je ne sais pas si c'est à toutes les personnes, mais cette fameuse charte du voyageur adoptée, c'est en Dordogne, je crois, et c'est vrai qu'une partie de ces impacts, ça dépend de nous en tant que clients, en tant que consommateurs, mais je veux dire, ça dépend aussi de l'offre, de ce qu'on nous propose. Et à partir du moment où l'évaluation de la qualité environnementale et de la qualité sociale d'un service, d'une offre touristique n'est pas bien claire pour tout le monde, c'est compliqué de se dire cette offre-là, elle est à 3 sur 10 ou elle est 9 sur 10. Et si vous allez sur Booking, quand vous regardez sur les éléments du développement durable, c'est vrai que ce n'est pas facile de s'y repérer.
Est-ce que c'est mieux finalement, voilà, un hôtel qui va proposer du bio ou un hôtel qui va développer, je ne sais pas, son potager et c'est ce qu'on disait aussi, hein, certains hôtels, je trouve ça génial, notamment dans certains pays, sensibiliser aux pratiques locales pour éviter que le touriste fasse un peu n'importe quoi. Voilà, une meilleure intégration, mais ce n'est pas évident, ce n'est pas des choses qui ont le même poids. Et donc, une approche globale est difficile. Mais c'est vrai que ça, c'est typiquement marketing, hein. Dire n'y allez pas, voilà, c'est du titre. Tout à fait. Voilà. Donc, et ça marche plutôt pas mal, hein. Mais effectivement, comme à Port-Cros, par exemple, on sait bien qu'il y a il y a trop de touristes, en fait. Voilà, une surpopulation touristique. Et c'est vrai que c'est difficile de dire aux gens n'y allez pas, parce que les restaurateurs là-bas, ben, ça leur fait de l'argent. Et ouais. Donc, il y a... Ouais. C'est pas évident de concilier à la fois le côté humain, social, le côté économique et le côté environnemental. Mais je pense qu'on n'a pas non plus suffisamment de réflexion là-dessus. Non, on ne va pas faire de l'environnement qui soit antisocial, c'est pas possible. L'économique, ok, mais pas à n'importe quel prix. Et c'est vrai que rarement on a ces réflexions avec ces 3 piliers de manière simultanée. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup, Béatrice. Merci. Alors, on a une deuxième question de la part d'Emmanuel. Emmanuel, tu veux prendre la parole? Oui, si vous voulez. Bonjour. Je me posais la question, en fait, si les labels, en général, c'était pas plutôt maintenant vu comme une sorte de publicité, qu'on puisse se faire de la publicité grâce au label, plutôt que... comment vous expliquer est-ce qu'on peut faire confiance au label parce que je pense que certains, c'est plutôt un moyen de montrer ce qu'ils font sans être certains qu'ils le font bien, quoi. Moi, j'hésite, personnellement, j'hésite à m'inscrire à un label. Ouais. En termes marketing, avant le Covid, les marketeurs avaient fait une étude. Plus il y avait de labels sur un produit, plus le client faisait confiance. Donc, moi, je me rappelle, sur un poulet, on avait trouvé 7 labels. Et c'est vrai qu'il y a une ambition aussi marketing au label, parce qu'on ne va pas développer un label, ça coûte de l'argent si on n'en tire pas un bénéfice. Donc là encore, c'est piloté par les outils de management financier. La confiance au label, moi je suis d'accord avec vous, ça dépend de comment il est fait. Moi, j'ai travaillé pour l'écolabel européen il y a 20 ans. Et en fait, c'était la machine à laver à l'époque. Il y avait critères consommation d'eau dans la machine à laver parce qu'en fait, c'était les Italiens qui l'avaient fait. Et si vous voulez, les machines à laver italiennes de l'époque consommaient beaucoup plus que les autres machines à laver. Donc, comme ils étaient chargés de l'écolabel de la machine à laver, ils avaient évacué le sujet de la consommation d'eau. L'écolabel était passé. Et pendant 3 ans, on a eu un écolabel de machine à laver sans avoir la consommation d'eau. C'est pour ça que maintenant, les pays chargés des écolabels ne doivent pas avoir dans l'industrie dans leur pays. C'est-à-dire que l'écolabel de l'automobile, c'est les Hollandais qui l'ont fait. Ce n'est pas les Français ni les Allemands. Mais bon, dans tous les cas, il y a toujours un risque de manipulation parce qu'il y a des enjeux économiques. Il y a des enjeux économiques d'autant plus importants aujourd'hui que la population, elle est sensible. Et donc, elle peut choisir un produit touristique, une offre touristique parce qu'il y a un label et l'autre ne l'a pas, elle ne le choisit pas parce qu'elle croit qu'elle est moins bonne en fait, parce qu'elle a le label. Et c'est ce qui est dérangeant dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on peut s'engager sur des labellisations, parfois pas extraordinaires, mais comme on affiche quelque chose, le consommateur, lui, il ne réfléchit pas. Ah tiens, ils s'affichent verts, ils sont plus verts que l'autre. Donc, c'est un problème, c'est-à-dire que nous, on peut se dire, je ne vais pas aller vers les labels parce qu'il y a une espèce de… ça ne me paraît pas très, voilà, suffisamment structuré ou vraiment impactant. Mais d'un autre côté, si votre concurrent le fait, le client, il n'a pas forcément en tête le fait que vous ne l'avez pas fait, non pas parce que vous n'étiez pas bon,
mais parce que vous ne vouliez pas forcément utiliser un label qui ne vous paraissait pas suffisamment pertinent. Donc, et c'est tout le problème de la communication, hein. Vous savez qu'aujourd'hui, dans un monde dirigé par les plateformes, par le net, la communication a énormément d'importance. Plus d'importance que le produit, hein. Aujourd'hui, je disais, hein, dans les startups, 70% de l'argent, il n'est pas investi dans l'amélioration du service de la startup, il est investi en communication parce qu'il faut être visible. Et du coup, c'est vrai que ouais, c'est perturbant parce que quand on veut faire bien le job, on peut se dire non, ça ne va pas suffisamment loin, ce n'est pas suffisamment précis, etc. Mais d'un autre côté, vous pouvez être perdant parce que votre concurrent va le faire et le client, tout ce qu'il voit, c'est qu'il y a un label et pas vous. Donc, je pense que ça va s'imposer maintenant de manière quasi systématique. Par contre, on voit aussi que le consommateur a de moins en moins confiance dans les labels. C'est la raison pour laquelle nous, on travaille beaucoup sur la transparence des coûts. Mais bon, ça, c'est pas facile non plus, hein, dire combien on a donné, voilà, globalement, quelle est notre marge, etc. Mais c'est vrai que quand on va jusqu'à la transparence des coûts, on ne peut plus rien. Voilà. Moi, si je pouvais aussi réagir, c'est aussi l'intention qu'il n'y a pas que les labels a un rôle, mais c'est aussi l'intention du prestataire. C'est-à-dire, si moi je suis prestataire touristique, quelle est mon intention derrière? Est-ce que c'est juste pour l'histoire d'avoir un label ou mon intention est beaucoup plus profonde? Et à ce moment-là, tu vas avoir des labels où tu coches des cases et tu vas avoir des labels où tu mesures vraiment ce que tu fais. Donc, il y a aussi ça aussi. Il n'y a pas que le label. C'est comme quand tu achètes un poulet, quelle est ton intention, quoi? Est-ce que c'est le prix ou la qualité? Et pourquoi tu achètes le poulet? Est-ce que c'est pour un pique-nique ou pour impressionner les amis ou quoi que ce soit? Donc, il y a aussi une intention à mettre en place derrière qui est importante et à définir et à être une intention, je veux dire, transparente. J'aime bien le mot de transparence dont parle Béatrice. Être transparent, quoi. C'est-à-dire que si je fais ça, si je le dis, je le fais. Parce que aussi, il y a tellement de possibilités de se faire rattraper. C'est-à-dire, on peut communiquer des performances ou quoi que ce soit, mais si c'est du blablabla, on se fait rattraper très facilement et de plus en plus facilement même. Oui. Excusez-moi si je peux juste intervenir. Et je trouve, en étant un peu cynique, hein, parfois, je me dis, l'essentiel, c'est peut-être qu'effectivement, l'entreprise arrive à mettre en place des choses, même si elle ne le fait pas pour des raisons proprement, je dirais, morales ou éthiques. Si ça, par exemple, si ça implique, pour avoir le label, de supprimer des activités avec les animaux, et qui sont de facto obligés de le faire pour obtenir le label, j'ai envie de dire tant mieux. Même si au départ, c'est peut-être pas ça qui les motive en premier lieu. Oui, je pense que c'est important. Après, le travers des labels, c'est que généralement, c'est des approches qui ne sont pas du tout adaptées localement. Et moi, j'en reviens à chaque fois sur la question des déchets. Trier des déchets quand on est en Afrique, bon, au fin fond de la forêt, ça ne sert à rien. Bon. Et c'est vrai que, par contre, s'approvisionner plutôt en emballage biodégradable, là, ça a du sens parce qu'il y a de grandes chances pour que l'emballage se retrouve dans la nature. Mais voilà, donc c'est aussi l'importance pour ces labels de s'adapter localement. Et par exemple, nous, on travaille avec le Cameroun. Forcément, un hôtel qui est au centre d'une forêt, ce n'est pas la même chose que s'il est au cœur d'une ville. Et pourtant, le référentiel, il est équivalent. On va cocher, vous triez, vous faites ça, l'approvisionnement local de la nourriture. Bon, quelquefois, c'est compliqué, l'approvisionnement local. Donc voilà, c'est vrai que je pense que c'est super important de s'adapter au contexte local. Et je trouve que parfois, il n'y a pas de déclinaison vraiment. On joue avec le côté international, la même norme partout, mais la situation n'est pas la même partout. Et c'est la raison pour laquelle voilà, c'est important de bien étudier sa filière.
Puis tu avais parlé aussi, je me souviens, Béatrice, qu'il y a un point qui m'avait marqué, c'était aussi de prendre en compte l'aspect culturel. C'est-à-dire que la façon de penser dans un lieu n'est pas le même que dans l'autre. Et donc, la qualité de vie, la priorité, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, d'avoir cette agilité, cette capacité de, pas seulement de s'adapter, mais surtout d'essayer de comprendre et de questionner quels sont les réels besoins du lieu, entre guillemets. Et ça, je pense que c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut travailler avec des locaux partout. Parce que sinon, on a beaucoup de mal à les comprendre et à comprendre cette culture, cette manière d'appréhender les choses. C'est compliqué. Par exemple, c'est vrai, dans certains pays, ils jettent tout. Enfin, au Vietnam, ils jettent tout. Hein. Ils ne sont pas habitués à la poubelle. Après, ils disent, oui, il y a quelqu'un qui vient ramasser. Mais quand vous jetez du plastique avec le vent, ça va partout. Enfin, et là, il y aura vraiment une nécessité de bioplastique plus qu'ailleurs. Mais bon, Amazon ne va pas s'embêter avec les bioplastiques, vous vous doutez bien. Donc voilà. Si je peux... Oui, pardon. Non, allez-y, Alexandra. Non, si je peux juste me permettre d'intervenir. Du coup, moi, je travaille pour Exotravel, qui est un réceptif en Asie, où on travaille dans 9 pays différents en Asie du Sud-Est et au Japon. Et on est certifié Travel Life depuis 2015 sur la plupart de nos destinations. Et moi, je pense que ce qui est important, enfin, j'entends ce que vous dites sur l'adaptation au contexte et ça me parle beaucoup parce que c'est quelque chose qu'on a vécu en effet. Par contre, c'est vrai que pour moi, ce qui a été très intéressant dans le processus de certification, c'est le fait que ce soit justement un process et qu'on nous réévalue tous les 2 ans, on est des audits et que du coup, ça nous force à toujours nous améliorer. Et pour moi, l'avantage de la certification, il n'est pas tant de cocher la case, mais de nous amener à réfléchir nos pratiques pour qu'on avance toujours plus loin, même si en effet, on est loin d'être parfait et qu'on ne le sera jamais. Voilà, je trouvais que là-dessus, en tout cas, c'était pour les acteurs de la filière très intéressant d'être poussés tout le temps à s'améliorer. Ouais. Je pense que vous avez raison par rapport au rythme d'audit. Ça, c'est bien. Moi, ce qui me manque aujourd'hui, c'est les perspectives et la trajectoire. C'est-à-dire, votre impact, il est de combien? Et depuis que vous faites ça, vous avez baissé votre impact de combien de pourcents? Parce que si ça se trouve, vous avez investi beaucoup et l'impact a été réduit de 1%. Si ça se trouve, l'impact a été réduit de 30%. Et c'est vrai que je pense que ces perspectives, elles sont importantes parce qu'il y a des engagements à atteindre. Et si on sait où on se trouve, où est notre impact, hein, par exemple, on parlait dans des hôtels de luxe où les gens viennent ramener leur serviette parce qu'elle a été lavée alors qu'ils avaient demandé qu'elle ne soit pas lavée et qu'à côté de ça, on a des buffets voilà, qui génèrent une pollution importante. Je pense que là, ouais, il faut être capable quand même de mesurer l'impact. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le client, pour lui, ne pas laver une serviette, il est prêt à ça. Mais par contre, ne pas avoir son buffet, bon, c'est pas. Mais voilà, il ne faut pas lui réduire son confort. Et je pense qu'à un moment donné, c'est vrai que c'est important de ne pas réduire le confort. Je ne sais pas l'expression là d'un patron avec qui j'avais discuté. C'était finalement, on doit avancer, mais pas réduire les fonctionnalités. Le problème, à un moment donné, je ne sais pas si c'est possible, mais dans tous les cas, réfléchir différemment, c'est certainement possible. Mais est-ce que tu parles de confort ou d'expérience client? C'est une bonne question, mais je pense que c'est réapprendre le client. C'est pour ça que tu poses cette question? Oui, parce que là, j'ai un cas là dans ma région. J'ai une amie qui loue une villa et qui a, comment dire, une forte connotation environnementale. Et elle me dit, François, je viens avec mes valeurs. Donc, c'est un indépendant. Hein. Il a une maison qu'il loue à l'été, etc. Il me dit, compostage, je leur dis tous les trucs, etc. Et ça ne marche pas, quoi. J'ai des gens qui viennent et qui consomment comme d'habitude.
et qui ne prennent pas en compte cette démarche que je souhaite mettre en place, qui sont mes valeurs, etc. Et donc, je ne pense pas que c'est une question de confort, je pense que c'est peut-être, à mon avis, hein, une question d'expérience client, et c'est comment, justement, tu parlais de marketing, peut-être comment la communiquer de manière positive, d'engager les gens, d'en sensibiliser et d'engager les gens dans cette, comment dire, avancée, peut-être pas avancée, mais évolution que doit être le tourisme. Parce que le touriste a un rôle aussi important que l'acteur du tourisme. Oui, ah oui, oui. Je pense que de toute façon, on ne pourra pas évoluer si d'un autre côté, le client n'évolue pas avec nous. Je pense que c'est une double évolution. Après, effectivement, je racontais hier le fait que dans un hôtel là, de luxe en Chine, ils ont arrêté les buffets pour des questions d'argent. Et les clients disaient, mais c'est génial, vous faites ça pour les déchets, pour minimiser les déchets, c'est trop génial. Mais en fait, ils disaient oui, mais ce n'était pas ça du tout. L'objectif était la réduction économique. Et par contre, c'est vrai que voilà, c'était amusant de voir comment on peut présenter les choses différemment aussi. Et d'une mesure purement économique, le fait de ne pas communiquer dessus, les gens communiquent dessus. Mais c'est vrai que dans cet hôtel, ils font beaucoup de choses, mais ils ne communiquent rien ni sur le social, ni sur l'environnement. Sur leur site internet, ça ne se voit pas. Par contre, c'est dans les valeurs. Et ils ne communiquent pas. Et c'est ce qu'on disait, c'est dommage parce qu'on n'ose pas communiquer là-dessus non plus, je pense. Et on ne voit pas ça comme générateur de valeur. Alors qu'aujourd'hui, c'est un facteur décisionnel. C'est ça qui est incroyable. C'est un facteur décisionnel, mais il ne figure pas en tant que tel. Donc, ouais, c'est assez perturbant. Mais je pense que, comme on disait, le marketing n'est pas, il n'est pas habitué, en fait. Hein. Est-ce que tu penses que c'est dû au fait qu'on soit justement toujours dans une approche produit et non dans une approche expérience? Je pense que ça joue. Et ça joue d'autant plus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que le tourisme est un produit complexe. Et donc, faire discuter tous les acteurs de la chaîne. Moi, je travaille dans le domaine de l'automobile. On me disait que c'était un produit complexe. Je me dis, voilà, ça n'a rien à voir avec le tourisme, hein, parce que c'est le tourisme. On allie des cultures, des domaines, des spécialités. Et c'est difficile de discuter. Et c'est vrai que cette expérience, moi, j'aime bien parler d'expérience parce que quand on part en vacances, c'est dès que tu es sorti de chez toi, tu es en vacances. Ton expérience commence. Et on a la possibilité aujourd'hui avec Internet de faire les connexions entre celui qui t'a transporté, celui qui… Enfin, voilà, il y a possibilité. Après, derrière, aujourd'hui, on n'a pas les outils de management. Enfin, il faudrait réfléchir à ça pour essayer de faire en sorte que l'expérience, elle se passe bien de bout en bout, d'optimiser le plaisir, éviter les couacs, je ne sais pas. Mais oui. Ouais. Mais dans tous les cas, c'est vrai que ce que disait là ce directeur d'hôtel, c'est qu'il ne fallait pas en proposer moins aux clients. Ça, c'est quelque chose. Alors, et ne pas imposer quelque chose sous prétexte que c'est bon. Donc, en fait, finalement, ça doit être indolore. Hein, il ne doit pas souffrir de ça. D'accord. Il disait que justement, ouais, il ne touchait pas à l'expérience client, tu vois, mais c'était des trucs autour. Alors que les clients leur parlaient beaucoup de ça. Ah, c'est bien ce que vous faites là-dedans. Tiens, j'ai vu, vous intervenez dans telle communauté, tu vois. Donc, voilà, le storytelling est important, mais aujourd'hui, ça ne touche pas. On ne peut pas que ça touche l'expérience client. Et du coup, moi, j'ai une petite question.
il y a Fatima qui essaye de poser une question. Ah, d'accord, ok, j'ai pas vu. Merci François. Non, mais je t'en prie Aurélie, moi je les ai dans la tête parce que ce que je souhaitais partager, c'était l'expérience, ce qui se passe en fait au sein de notre groupe qui pourrait vous intéresser. Mais je t'en prie Aurélie. Moi, c'était plus pour rebondir par rapport à ce que disait François et à ces histoires de labels et d'expérience client. Est-ce que du coup, dans le cas d'un hôtel comme ça, indépendant, ça ne serait pas judicieux de mettre en place, que lui mette en place par exemple une charte, alors peut-être pas forcément une charte de bonne conduite, mais une charte qui mette en avant justement lui, ses valeurs en fait, hein, et qu'il le fasse, qu'il y ait un espèce d'engagement moral entre le client et l'hébergement. Est-ce que ça peut être intéressant quoi? Si je peux me permettre, ça existe déjà avec ce type de charte, avec par exemple Gîtes de France, hein, qui fait signer une charte aux propriétaires de gîtes ou de chambres d'hôtes et qui du coup, les propriétaires sont censés retransmettre ces valeurs et informer le client de cette charte. Par contre, là, le cas que je présentais, c'était un cas d'une personne avec une villa et qui vendait ça sous Airbnb. Et là, il n'y a pas de charte vraiment. Et puis, c'est quelqu'un d'indépendant. Son vrai métier, c'est maçon. Donc, c'est quelque chose de complémentaire. C'est une activité complémentaire pendant la saison. Et peut-être que la question, c'est comment donner cette ressource accessible, justement. Et là, je rejoins ce que disait Béatrice tout à l'heure au niveau de la coopération. C'est-à-dire comment on rassemble les différents acteurs, peut-être d'un territoire, pour s'asseoir autour d'une table et agir dans une direction commune. Je crois que ça aussi, c'est très important. Et c'est vrai que ce que disait aussi ce directeur d'hôtel, disait que le social, la tendance sociale, c'était pas de la rationalité. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, rationalité, ça rentre dans les comptes, tu vois. Et tout ça, ça rentre pas dans les comptes. Donc, en fait, c'est à côté. Et c'est perturbant parce qu'au final, aujourd'hui, c'est important, mais ça reste considéré encore comme de l'à côté, pas comme du fondamental. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui vient du cœur, justement, l'à côté? Oui, ouais, effectivement. Alors, juste… Et aujourd'hui, on est trop mental. On est trop mental oui. Et pas assez cœur. Oui, je suis d'accord avec ça. Nous, on a une expérience chez Prêt à Partir, c'est que depuis une dizaine d'années, nous soutenons une association qui s'appelle Niger Mazada. Alors, pas pour nous donner bonne conscience, parce qu'on a rencontré le directeur, le président de cette association, avec lequel qu'on a eu envie d'aider, tout simplement, en fait, et qui met en place des actions sur le Niger, comme le porte si bien le nom de cette association. Donc, cette association agit aussi bien dans le domaine scolaire. Nous les avons aidés en fait à construire des écoles, à implanter des puits, à mettre en place des latrines, différentes actions, à planter également en fait des arbres pour les protéger de l'invasion du sable. Donc, on intervient dans différentes actions à ses côtés. Et il y a une dizaine d'années, alors je ne sais pas si vous connaissez ce festival qui s'appelle le Festival international de la géographie, qui a lieu dans les Vosges, en fait, à Saint-Dié. Le thème était l'arbre. Donc, on s'est dit, c'est une super occasion pour nous de communiquer. Parce qu'on avait vraiment à cœur, parce qu'on est tellement attaché en fait à ces projets, qui sont des projets de cœur justement, qu'on avait vraiment à cœur de partager ce que nous faisions auprès du public. Donc, ils ont tous été emballés, ils ont préparé une belle table ronde avec notre représentant du Niger qui s'est déplacé, qui est venu parler avec nous autour de la table ronde. Il y avait le président de Niger Mazada, moi-même, et devant une salle complète d'un public qui était vraiment très, très intéressé. Alors, très intéressé, pourquoi? Parce qu'à la fin, on s'est retrouvé devant quelques personnes qui finalement ont trouvé que c'était le discours que nous avions, c'était un discours juste pour dorer notre enseigne, Prêt à Partir, quand vous parliez de communiquer tout à l'heure. Et du coup, on a arrêté toute communication. On s'est dit, nous ne faisons pas ça pour dorer notre enseigne,
nous faisons ça parce que nous avons à cœur d'aider une personne et toute une population en fait, au Niger, que nous accompagnons, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que planter un puits et puis ensuite on les laisse se débrouiller. Non, on travaille vraiment. Fatima, ton micro s'est éteint. Ton micro s'est éteint. Oui, merci Aurélie, excusez-moi. Oui, ça donne du sens aussi en fait, au sein des collaborateurs et collaboratrices prêtes à partir, au sein de notre entreprise. Donc, quand elles font quelque chose ou quand il y a un moment donné, en fait, elles ne vont pas bien, elles se disent, bon, je pense à ces petits étudiants en fait, au Niger ou ces petits élèves pour lesquels j'ai contribué en fait, à donner soit du matériel scolaire, soit à mettre une pierre au niveau de l'école. Et puis, ça nous met en mouvement au niveau de l'entreprise. Mais c'est vrai que pour en revenir tout à l'heure, en fait, à cet hôtel, je crois, ou cet établissement qui ne voulait pas communiquer, nous, on s'est dit en interne, au regard de ce qui s'est passé de notre expérience au Festival international de géographie, où les personnes pensaient, enfin la majorité de l'auditoire pensait que finalement on était là juste pour donner notre enseigne, on s'est dit on va arrêter ça parce que c'est pas dans notre... c'est pas ce qui nous motive. Et en fait, on laisse les clients s'en apercevoir par eux-mêmes, quelque part. On raconte des histoires. Parfois, ce sont même les clients qui nous posent des questions. Et à ce moment-là, en fait, on les complète avec nos expériences. On a des personnes qui sont parties au Niger, qui sont parties aider des institutrices. Cette année, pendant le Covid, nous avions un compteur de congés qui était quand même assez complet, ce que nous avons fait. L'ensemble des salariés prêts à partir s'est mobilisé pour faire cadeau d'une partie de nos congés à cette association, de façon à pouvoir participer à l'élaboration d'un centre de soins, pouvoir accueillir des femmes enceintes et les faire accoucher, par exemple. Donc, ça a été pris par un journaliste et c'est paru dans la presse. Mais on ne le fait pas avec cette attention-là. Ce n'est pas dans notre attention. On essaye de faire très, très attention parce que les clients ou même d'autres acteurs peuvent très bien instrumentaliser ce que nous faisons. C'est dérangeant en interne parce que ça peut faire baisser la motivation en fait, des employés et on n'a pas envie de ça et on ne le fait pas pour ça. Donc, on est très mesuré, on est très prudent par rapport à la communication. Sur le point communication. C'est très ennuyeux cette histoire parce que si on ne peut pas, quand on travaille sur le cœur de métier, mais il n'y a pas que vous, hein, c'est ce qu'on disait, dans les groupes aussi, ils ne favorisent pas forcément de travailler et d'intégrer le social, l'environnemental dans le cœur de métier pour après se voir taxer de, voilà, vous faites ça pour vendre plus vos produits. Donc, le problème, c'est que faire bien en environnement, faire bien en social, ça coûte de l'argent. Si on n'arrive pas à le valoriser au niveau du produit à vendre plus cher, je ne sais pas comment on peut y arriver. Alors, il y a autre chose aussi. Au final, quand je vous montrais la pyramide, il y avait la compensation. C'est bien hein, de compenser et de construire une école, etc. Nous, on a plein d'étudiants hein, qui font des ans, ramener de l'argent pour construire une école. Je lui dis, mais analysez plutôt la situation du pays. Vous construisez une école. Combien il faut d'écoles? Et pourquoi, en fait, est-ce que le fait de construire une école, ça va être suffisant? Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir différemment? Et le truc, c'est que je pense que cette réflexion tout en amont, pourquoi aller envoyer des jouets en Afrique? Pourquoi les gens n'ont pas les moyens d'acheter des jouets à leurs enfants? Adaptés en plus. Parce que souvent, on envoie des jouets qui ne sont pas du tout adaptés. Et ça, je pense que c'est un problème aussi politique qui peut-être dépasse l'entreprise. Mais dans tous les cas, si elle paye, elle, correctement ses employés, moi, je trouve qu'il y a peut-être des retombées plus importantes. Enfin, il faut voir après, localement, au niveau de la commune. Mais c'est vrai que les aspects de compensation, je comprends, c'est bien, ça motive les salariés. Mais finalement, est-ce que ça va changer la situation du pays? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Alors, on n'est pas dans ces aspects de compensation, Béatrice, excusez-moi si je puis me permettre, parce que la compensation, c'est un terme, enfin, en tout cas pour moi, et je pense aussi pour l'entreprise que nous avons utilisé et qui, à mon sens, est très négatif. On a essayé aussi de faire participer en fait nos clients à cette compensation, entre guillemets. Ça ne marche pas, ou ça marche pour les gens qui sont impliqués déjà au sein d'autres associations, qu'elles soient africaines, asiatiques, américo-latines ou autres. En fait,
on œuvre pour un bien commun, j'ai envie de vous dire. Pas forcément pour se donner bonne conscience et pour compenser. La compensation, ça ne marche pas. On s'est très vite aperçu qu'en fait, la compensation faisait culpabiliser le client et le client n'a pas envie de compenser. Moi, la première, si on commence en fait à calculer notre bilan carbone pour aller sur un long courrier, si on demande en fait ces taxes compensatoires entre guillemets en fait au client en lui disant écoutez, ça va être pour financer une école, non, il n'aura pas envie. Il y a autre chose aussi sur laquelle je souhaitais réagir, c'était sur votre slide tout à l'heure par rapport au sondage. Alors, nous avons aussi réalisé en fait des sondages. Et le problème des sondages, c'est que lorsque nous interrogeons une population, par exemple, de 100 clients, 95% des clients, ils vont nous dire « Ok, super, on est vraiment prêt en fait à compenser, ou à faire du tourisme durable, responsable, en fait, tout ce que vous voulez. » Mais derrière, quand on essaie de mettre en place en fait, ce tourisme responsable, ils ne sont plus 95, hein, ils ne sont plus que 20. Ça aussi, c'est un aspect de la transparence, je pense, qui est très, très important, de façon à pouvoir bien faire le bon choix. Oui, tout à fait. On n'a pas trop insisté. J'avais envie de dire la slide sur la marque du consommateur parce que le lait de la marque du consommateur, et nous on s'en inspire pas mal. Ils ont quand même réussi à vendre 43% plus cher leur lait qui avait été conçu avec le consommateur. Cet aspect de co-construction. Et je pense que ça aussi, c'est des perspectives qui ne sont pas forcément beaucoup développées, alors que maintenant, avec le net, on peut aller un peu plus loin dans l'implication du consommateur et dans la marque du consommateur, hein, qui fait surtout des produits agroalimentaires, enfin, que des produits, ils ne sont que sur l'agroalimentaire d'ailleurs. Ça leur a finalement assuré une part de marché. Et tout le monde disait oui, les gens, ils sont toujours prêts à mettre plus cher, ils ne mettront jamais plus cher. Et finalement, les gens ont mis plus cher. Et ce qui est fou, c'est que même dans les magasins, ils n'envoient jamais personne pour ranger les produits, mais les produits de la marque du consommateur sont toujours bien rangés parce que les gens qui les achètent, ils se sentent appartenir à cette coopérative et donc, voilà, c'est un peu leur produit à eux. Et je pense que ça pourrait être inspirant pour le tourisme dans le sens où collaborer avec la personne pour faire son propre voyage, la mettre face à des choix. Voilà, alors soit vous choisissez telle personne ou telle personne, mais regardez ses conditions de vie. Enfin, voilà, c'est peut-être des choses sur lesquelles il faudrait... c'est ce qu'on appelle la fertilisation croisée. On utilise des techniques qui sont employées dans un domaine d'activité pour les appliquer dans un autre domaine d'activité. Et je trouve qu'aujourd'hui, cette co-construction avec le client au niveau du tourisme, je ne sais pas si elle est présente, de plus en plus, hein, je pense, mais avec notamment les petites entreprises, vous dites oui, moi je veux ça, ça, ça. Je ne sais pas s'il y a aussi ces aspects sociaux, environnementaux qui rentrent dedans, mais ce serait des bonnes perspectives à mon avis. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, Béatrice, c'est décliner, tu vois, par exemple, ce que vous faites, Fatima, c'est très bien. Et c'est comment le décliner. Vous ne voulez pas communiquer sur ça, ce que vous faites au Niger, mais vous infusez des valeurs et comment les décliner justement dans l'expérience client que vous proposez à vos clients. Où là, justement, vous pouvez communiquer par rapport à des valeurs, etc. Et un truc qu'on voit très rarement, j'en parle souvent avec des hôteliers, c'est qu'il y a très peu d'hôtels qui ont une raison d'être. Ils se fixent des visions. En général, c'est des choses qui ont été publiées par la direction. Et puis, l'ensemble de l'organisation, voilà, c'est une phrase sur Internet, on est content et tout va bien. Ce n'est pas quelque chose qui vit et qui ouvre des nouvelles possibilités d'engagement. Moi, personnellement, ça me dérange qu'on soit, et je comprends pourquoi hein, vous le faites, hein, ça me dérange qu'on cache notre engagement. Il y a des gens qui n'ont aucun problème à montrer un engagement négatif par rapport à des choses. Et quand on a des engagements positifs, ça me dérange qu'on ait peur de faire ça. Moi, je dirigeais un hôtel aux Maldives, on a ouvert un laboratoire et on a fait des choix. Et il y avait des gens, moi je me souviens, je me suis fait insulter par un client parce qu'on a relâché des tortues qui avaient 1 an et puis qu'il y avait des requins qui disaient casse-croûte. Et le gars, il m'a dit, mais c'est immoral votre truc.
Et on lui a expliqué que le taux de mortalité à la naissance des tortues était d'un nombre incroyable, quoi. Et que le fait d'attendre un an, etc., eh bien, on leur donnait plus de chances, mais qu'il y avait aussi la réalité de la vie, de la nature, etc. Et je crois que c'est important aussi peut-être d'assumer et de dire, ben voilà, c'est nous et personne n'est parfait. Alors, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, François. C'est-à-dire qu'on ne le cache pas, mais on ne l'expose pas non plus. C'est-à-dire qu'on ne va pas en faire un levier de marketing. Voilà, ça pour nous, c'est très important. Quelque chose qui est très important aussi dans ce que vous dites, c'est la difficulté entre la vision et nos valeurs et de les mettre en application, au concret. Il y a un mot que nous utilisons tous autour de la table, c'est le mot client. Lorsque le 17 mars de l'année dernière, nous avons été confinés, on s'est retrouvé avec des milliers de passagers déjà à l'étranger, on s'est retrouvé avec une ordonnance qu'il a fallu interpréter, expliquer au client, monsieur le client, bien, votre argent que vous nous avez confié, bien, nous allons le conserver. Vous imaginez, en fait, pour lui, quel que soit le montant, ne pas récupérer sa somme d'argent, ça a été, ça pouvait être, pour certains, dramatique. Et là, on s'est dit, en fait, comme vous le disiez si bien, Béatrice, ce n'est pas un client. Parce qu'entre client et fournisseur, il y a une espèce de barrière invisible qui nous empêche, dans notre cerveau, de faire preuve de pédagogie pour lui expliquer ce qui se passe. Et on s'est dit, en fait, ce client-là, on ne va pas le considérer comme un client, on va le considérer comme un ami. Le fait de lui répondre comme si c'était en fait un ami, eh bien, peut-être que notre mental va employer beaucoup plus de pédagogie, beaucoup plus de transparence pour lui expliquer clairement ce qui se passe sur le terrain et pourquoi en fait on le fait comme ça. Je ne sais pas être prétentieuse de dire que le fait d'avoir communiqué comme ça avec le client, alors ça n'a pas toujours marché, hein. Parfois en fait on s'est fait traiter de nom d'oiseau, mais c'est très très rare et que les gens ils ont compris. Ça veut dire que comme vous le disiez si bien Béatrice ou François, à partir du moment où on fait preuve de transparence, on leur explique ce qui se passe, nous avons en face de nous des adultes qui sont intelligents et qui sont capables de comprendre. Ce n'est pas parce qu'en fait nous sommes experts qu'en face ils ne vont pas comprendre ce qu'on est en train de leur dire à partir du moment où nous utilisons des mots simples. L'idée n'est pas de leur dire que nous sommes dans la panade, même si c'était le cas, mais c'est juste de faire preuve de réassurance, de les assurer, de leur expliquer pourquoi on le fait, pourquoi c'est comme ça, qu'effectivement, la compagnie aérienne, malheureusement, n'a pas pu décoller parce qu'elle n'a pas eu les autorisations et leur expliquer comment fonctionne aussi, parce que c'est toute la complexité de notre métier. C'est une chaîne touristique qui commence en fait à partir du client et qui s'étend pas jusqu'à la compagnie aérienne, parfois jusqu'au petit réceptif ou au petit hôtel en fait à la Pagode qui est de l'autre côté, à l'autre bout du monde. Donc, juste lui expliquer en fait ce qui se passe du maillon A jusqu'au maillon Z. Et la majorité en fait, des clients l'ont compris. Et ce que je disais à mes équipes là, juste avant la reprise, puisque nous avons rouvert à 100% depuis hier, c'est qu'on va reprendre différemment. C'est-à-dire qu'on a changé grâce à ça notre relation client. Et lui-même, en fait, quand on voit comment il nous parle différemment, comme s'il faisait partie en fait de notre famille. Quand vous disiez si bien tout à l'heure cet aspect de co-construction, Béatrice, et d'impliquer en fait le client, on a essayé en fait d'amener le client chez nous, de le faire entrer dans notre monde, de façon à ce qu'il comprenne pourquoi nous réagissions comme ça, et à éviter tous les freins. Et surtout, d'éviter de tendre l'élastique. Ce que j'appelle tendre l'élastique, c'est de durcir le conflit et notre relation. Parce que je disais à mes équipes, plus on tend l'élastique, plus il a la chance de craquer. Donc l'idée, c'est vraiment de collaborer ensemble et de renforcer notre confiance. Et le fait d'avoir changé, juste de se dire, comment je répondrais à ce client-là si c'était finalement un de mes amis? Eh bien, finalement, on répond complètement autrement. Et ça a contribué en fait à changer notre état d'esprit. Voilà. C'est intéressant parce qu'on parle, il y a eu un article la semaine dernière sur la différence entre la bienveillance et la gentillesse. Et en fait, on parle beaucoup du management bienveillant. Et finalement, la gentillesse, on n'en parle pas beaucoup. C'est comme l'amour en entreprise, on n'en parle pas.
Et pourtant, c'est vrai que la bienveillance, hein, c'est de l'empathie sèche, hein, c'est-à-dire, voilà, oui, je te comprends, mais voilà, enfin, voilà. Alors que la gentillesse, on veut vraiment que l'autre soit bien. Et donc, du coup, ça va changer la relation. Et c'est vrai que en management, on parle très peu de gentillesse parce que gentillesse, c'est de la faiblesse. Et quelque part, on se rend compte que finalement, c'est une vraie source d'énergie et potentiellement de valeur que la gentillesse. Parce que… Gentillesse, oui, pardon. Ouais, ouais. La gentillesse n'évite pas d'être ferme. On a gardé oui. de notre côté, on a même été surpris. Et puis en plus, quelque chose qui est très important, c'est qu'à un moment donné, on l'a même vécu comme un jeu. C'est-à-dire que moi, je me donnais comme objectif, chaque fois que j'avais un client, mais j'ai eu des clients extrêmement virulents, je me suis dit, je vais aller pousser tellement en fait ma logique de bienveillance, d'empathie, parce que ça c'est très très important de comprendre la problématique aussi du client et d'essayer de se mettre à sa place, que je vais même aller voir si ce client-là, est-ce que j'arriverai en fait à le faire rejoindre mon réseau, donc sur LinkedIn et sur Facebook. Dans 9 cas sur 10, j'y arrivais et aujourd'hui les clients sont là et ils font preuve aussi de bienveillance. Ils font preuve de bienveillance. Ouais. J'aime beaucoup. Et puis ceux qui ne font pas preuve de bienveillance, ils ne sont pas là, mais à la limite, j'ai envie de dire ce que je disais à mes équipes, laissez-les partir, c'est qu'ils ne nous méritent pas. Ils ne sont pas bienveillants, ils ne sont pas compréhensifs. On ne va pas se battre pour des clients qui ne réagissent pas comme nous ou qui ne nous comprennent pas non plus. Donc, qui étaient vraiment très, très arrogants, on les remboursait puis on les laissait partir. Voilà. Mais c'est important aussi, oui, effectivement, cette bienveillance vis-à-vis du client. Ça change complètement la relation. Et j'aime bien aussi cette notion d'amour, surtout si on est mec en plus, de dire à un de ses employés qu'on l'aime, alors là, et on veut passer pour un rigolo. Un pervers. Ouais, un pervers. Alors si en plus c'est une employée, alors là, là on a de sérieux problèmes. Mais ce qui est intéressant, c'est cette semaine, tous les jours, j'ai fait des animations sur la raison d'être avec des entreprises pas dans le tourisme. Et quand on pose la question, de qu'est-ce que vous identifiez, etc., l'amour ne revient jamais. Non. Et je prends un malin plaisir à le mettre sur la table et dire, mais attendez, vous avez réussi, vous êtes une entreprise de 3 personnes, une start-up, vous avez réussi à réunir 20 parties prenantes autour aujourd'hui. Vous pensez qu'ils sont là pourquoi? Par amour, ils vous aiment. Et c'est marrant, les gens, d'un seul coup, se rendent compte, parce que l'amour, ça doit être toujours une relation entre un homme et une femme, quelque chose de privé, de très émotionnel, voire peut-être charnel, mais c'est beaucoup plus que ça. Et je trouve que c'est tellement important, et surtout par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, je veux dire, l'isolement, etc. Nous, par exemple, là, on est 6 personnes, on ne s'est jamais vus tous les 6 physiquement, quoi. On ne s'est jamais vus physiquement, mais il y a de l'amour. Mais on en a besoin et je trouve que c'est important. Alors, il y a 2 choses en fait dans l'amour. Je partage à 100% ce que vous dites, François. La première chose, c'est qu'il y a l'amour vis-à-vis de nos clients. Et je dis toujours à mes équipes, si les clients viennent vous voir, c'est parce qu'ils vous aiment. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Parce qu'il y a eu aussi, parfois, on s'est dit, mon Dieu, mais le client va venir nous voir, on ouvre à 100%, peut-être qu'on va se faire agresser. Non, s'il vient nous voir, c'est parce qu'il a besoin de comprendre quelque chose. S'il vous pose des questions, ce n'est pas pour vous agresser. Et s'il vient vers vous, c'est parce qu'il vous aime et qu'il vous fait confiance. Ça, c'est très important, cette notion d'amour. La deuxième chose, c'est que chaque fois qu'il y a un conflit, que ce soit en interne ou de nous vers le client ou le client vers nous, c'est qu'on a tendance, ça c'est notre esprit reptilien, à réagir toujours en fait dans le conflit. C'est-à-dire qu'on veut absolument avoir raison. Une fois, j'ai une expérience que j'ai vécue comme ça en fait en interne, où chacun défendait en fait son idée autour d'une table, et j'ai posé la question et je leur ai dit tout simplement en me disant, mais mon Dieu, si jamais je participe en fait à ce conflit, ça va se poursuivre, et la seule idée qui m'est venue à l'esprit d'arrêter en fait ce conflit ou ces désaccords, c'était de dire, mais et l'amour, vous y avez pensé? Si on réagissait autrement qu'en s'agressant ou en restant campé sur notre position, il se passe quoi en fait autour de la table? Eh bien, tout le monde est resté silencieux. Personne n'a su réagir. Ce que je veux dire par là, c'est que naturellement, notre cerveau nous indique qu'il faut réagir par le conflit ou défendre en fait sa position,
Or, quand on fait marche arrière et qu'on se dit non, ce n'est pas dans cette direction que là je vais aller, je veux me poser et essayer de faire quelque chose de constructif, ça demande un effort, mais c'est extrêmement bénéfique pour tous, pour la relation, pour le projet qui prend une toute autre dimension, pour le client, en fait, pour tous, c'est extrêmement bénéfique. Et je me souviens de cette expérience où était présent d'ailleurs mon président et qui me dit « l'amour, ça viendra un petit peu plus tard ». Mais je sais qu'il l'a gardé dans un bon coin de sa tête parce que c'était extrêmement enrichissant pour tout le monde. Mais pour rebondir, Fatima, et merci, même au niveau marketing, il a été démontré, et ça rejoint, que en fait, les deux leviers qu'on utilise dans la publicité et la communication, c'est la peur et le désir. Donc, derrière le désir, on va dire l'envie, l'amour. Et en fait, même quand on voit ce qu'on traverse et ce qu'on a traversé en termes de pandémie, il n'y a que deux voies à prendre. Soit on a peur, soit on a confiance, et donc dans la confiance, on met l'amour aussi. Et donc, on retrouve effectivement ces deux seules voies en fait possibles qu'on doit choisir. Ouais. Enfin, pour moi, les deux pièges restent la peur et l'ignorance. Hein. Ben voilà, oui, c'est ça. Voilà. Bon, super. Merci, merci beaucoup. Il nous reste 8 minutes. Est-ce qu'il y aurait encore des questions qui surgiraient de ces échanges-là voilà, auprès de personnes qui n'auraient pas eu encore la parole? Est-ce qu'il y aurait des personnes qui souhaiteraient intervenir? Ouais, je voudrais rebondir sur un message de Florence qui, suite à l'échange que nous avons eu sur le démarketing dans les calanques, nous dit pour les bateaux, il faudrait peut-être installer des coffres bouées flottantes pour éviter que les ancres dégradent les fonds. Alors, en effet, les ancres peuvent être impactantes pour les fonds marins, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres paramètres qui peuvent être impactants sur les fonds marins et sur la biodiversité marine, tout simplement, et du fait, j'ai envie de dire, sans vouloir stigmatiser, beaucoup de la part des touristes qui sont en vacances en bord de mer. Et là, pour avoir des exemples concrets, je pense qu'on peut parler de la crème solaire qui est utilisée, par exemple, et qui est très impactante sur la biodiversité marine, puisqu'elle a un côté toxique et polluant. On peut parler aussi des mégots de cigarettes qui sont jetés et que l'on retrouve comme des sortes de petites montagnes au fond de l'océan, et sachant qu'un mégot de cigarette pollue 500 litres d'eau et met plusieurs années à se dégrader. Tout ce que l'on retrouve également dans ce que l'on appelle la laisse de mer, que l'on retrouve sur les plages après les marées, eh bien, tous ces déchets-là que l'on retrouve dans la laisse de mer qui est censée être naturelle, il y a des déchets humains qui polluent l'eau aussi. Enfin bref, tout ça pour dire que pour rebondir sur cette réflexion de Florence, je pense qu'il faut aussi faire prendre conscience aux voyageurs qu'il y a des bonnes pratiques à avoir quand on est en vacances, sans les culpabiliser, bien sûr, mais leur faire prendre conscience que si aujourd'hui on a une eau turquoise, peut-être qu'en allant voir plus en profondeur, cette eau n'est pas si turquoise que ça, et que au fond de cette eau, il y a peut-être plein de mégots de cigarettes qui sont en train de polluer l'eau dans laquelle ils sont en train de se baigner. Enfin bon, on pourrait donner beaucoup d'exemples comme ça, mais voilà, je voulais rebondir sur cette réflexion. Justement, il y aurait, je pense, un accompagnement à faire des structures touristiques. Je ne sais pas, quel hôtel en bord de mer vous dit arrêtez de mettre de la crème et mettez une veste. Mais c'est vrai que les gens ne veulent pas forcément se baigner avec un maillot pour éviter de mettre de la crème. Tu vois, mais on pourrait dire ça et on pourrait diffuser de l'information là-dessus. En fait, l'information, je pense que, comme on disait tout à l'heure, il ne faut pas culpabiliser
le client, mais par contre, peut-être qu'on peut arriver à le déresponsabiliser en disant moi, je passe par là, je suis assisté. Tu vois? Et ça, c'est peut-être une proposition à faire. Ouais. Voilà. Avec des Parce notes. parce que finalement, on paye bien pour se faire assister. On pourrait aussi payer pour se faire assister et pour être sûr que ce qu'on fait par rapport aux différentes solutions, c'est celle qui nous convient le mieux. Ouais. L'idée de culpabiliser, mais ça peut peut-être créer un marché. Enfin, je sais Oui, tout à fait. Et j'ai un exemple assez, qui personnellement m'a frappé. L'exemple d'une vidéo d'un plongeur qui plongeait sur la côte d'Azur en France et qui montrait, alors au début on voit une eau vraiment toute turquoise, toute belle et il y avait un promontoire avec un bar, enfin une terrasse de bar et plein de gens sur cette terrasse. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'il n'y a pas de cendrier sur les tables, ils jettent leur mégot dans l'eau. Et en fait, le plongeur, suite à ça, il va voir au fond de l'eau. Et qu'est-ce qu'il y a au fond de l'eau? Il y a des milliers de mégots de cigarettes. Voilà. Et là, comme tu dis, Béatrice, si le restaurateur avait pris conscience de cette catastrophe, j'ai envie de dire, parce que pour moi, c'est une catastrophe, en effet, il pourrait déjà mettre des cendriers sur les tables, sur ces tables, et puis peut-être avec des nudges, par exemple, faire prendre conscience à ses clients qu'il ne faut surtout pas jeter son mégot de cigarette par-dessus la terrasse du bar, quoi. Donc, en effet, là, dans ce cas-là, en effet, le professionnel pourrait avoir un accompagnement auprès de ses clients bien précis et qui pourrait être tout de suite très impactant dans le sens. Surtout que dans les hôtels, il y a tellement de métiers différents entre la maintenance. Il y a tellement de corps de métiers, de compétences qui existent dans un hôtel, à part juste serveur ou quoi que ce soit. Il y a des trucs fantastiques à faire. Je vous invite à regarder sur Internet, c'est fait par Volkswagen, ça s'appelle la Fun Theory. Et ils utilisent justement des moyens pour sensibiliser les gens par rapport au fun, sur des actions environnementales ou sur la santé. Et là, il y a beaucoup à faire au niveau de l'hôtellerie, des acteurs du tourisme, des destinations sur lesquelles on peut rendre peut-être des destinations plus propres ou diminuer ou réduire nos impacts juste avec le fun et rendre ça et sensibiliser sur le fun. Il y en a déjà qui le font, hein, ça s'appelle quoi, des nudge marketing ou un truc comme ça, je crois. Oui, des nudges. Des nudges, pardon. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Écoutez, il est 15h30. Nous avons respecté notre timing. Je vous remercie à tous d'avoir été présents. Merci Béatrice. Merci pour toutes vos interventions. Un petit coucou aussi à 2 personnes de notre groupe qui n'ont pas pu nous rejoindre, mais qui étaient avec nous par la pensée ou juste par l'écoute. Il s'agit de Cathy Figuère et de Célia Melkus qui font partie de notre groupe de réflexion sur le voyage durable et qu'on salue affectueusement. Écoutez, en tout cas, j'espère que ces échanges vous ont inspiré. Et en fait, on souhaitait aussi vous donner rendez-vous. On ne peut pas vous en dire plus trop, c'est un peu teasing, mais on continuera ces réflexions au mois de juillet et on vous invite à nous suivre pour en savoir plus justement sur la manière dont on va continuer ces réflexions autour de conférences, tables rondes. Mais vous en saurez plus d'ici quelques jours. En présentiel. Physiquement. En présentiel. En présentiel. Et puis, merci à Eric à la technique. Non, c'est pas Eric qui a la technique? Oui, Eric a la technique. Ici, c'est gagné, voilà, c'est bon. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Très bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.